Mesdames et messieurs, Monsieur le Président fédéral, Monsieur le Conseiller national Laure, chers représentants du monde économique, culturel et des syndicats, Mesdames et Messieurs, c'est un grand honneur pour moi d'ouvrir maintenant notre deuxième événement FlexWorld qui est titré « Sécurité en période d'incertitude ». Dans des périodes d'incertitude, il est d'autant plus important que les partenaires sociaux et la politique s'engagent pour un marché de l'emploi attrayant et flexible. Le site économique suisse a besoin d'un tel marché de l'emploi. Attrayant, innovateur, flexible, cela ne va pas sans sécurité sociale. Notre secteur s'engage depuis des années pour des conditions cadres équitables et justes pour nos employés. La CCT, avec déclaration de force obligatoire, qui est la CCT la plus étendue, est toujours en train de se développer et garantit la sécurité sociale. Nous sommes très fiers que chaque année, 400 000 personnes ont la possibilité de travailler, d'entrer sur le marché de l'emploi. Beaucoup d'entre eux et de plus en plus misent sur plus de flexibilité. D'autres trouvent, grâce à notre approche, grâce à notre engagement, leur emploi rêve. Et encore d'autres arrivent à être réintégrés dans le marché de l'emploi. L'économie privée, de son côté, profite de pouvoir employer les bonnes compétences au bon moment. Ainsi, nous contribuons énormément à la société et à l'économie nationale. Monsieur le Président fédéral, nous sommes très fiers et très contents que vous ayez pris le temps d'être venu dans le Kursaal aujourd'hui. Ce n'est pas une évidence, parce qu'en ce moment, il y a quand même certains sujets très délicats à traiter. Après votre message, Monsieur Parmelin, Madame Patricia Eri va animer notre après-midi et nous sommes très contents des discussions qui vont suivre. Donc, Monsieur le Conseiller fédéral, je vous passe la parole. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, wir alle erleben bewegte... Nous tous vivons des périodes très émouvantes. Et je ne parle pas seulement de la pandémie. Comme vous le savez, récemment, le Conseil fédéral a travaillé sur l'accord cadre et a décidé de terminer les négociations. Moi, je suis optimiste qu'ensemble avec l'Union européenne, nous allons trouver des solutions. De plus, ensemble avec M. Kassis, Joe Biden et le président russe, nous allons nous rencontrer à Genève. C'est bien sûr aussi pour moi quelque chose d'extraordinaire et je me réjouis beaucoup déjà de cette rencontre. Revenons sur la pandémie. En temps de pandémie, tout le monde se trouve à la maison pour travailler. Jamais avant, notre vie professionnelle a tellement été changée comme aujourd'hui. Je le ressens, par exemple, dans la manière de laquelle nous vivons nos réunions, surtout en virtuel. Bien sûr, en tant que conseiller fédéral et en tant que président du Conseil fédéral, je ne travaille pas à la maison. Mes employés les plus proches sont également présents pour la plupart au Palais fédéral. Mais il y a des offices fédéraux dans mon département où au maximum 20% des employés se trouvent au bureau. Tous les autres travaillent à partir de la maison.
Pour certains directeurs de service, ce n'est pas idéal et ils veulent qu'à partir d'automne, si possible, si les conditions de Corona l'autorisent, on passe au moins 50% de son temps de travail au bureau. Mais en principe, rien n'est encore décidé. Bien sûr, l'administration est privilégiée. Grâce à des technologies modernes de communication, on peut véritablement travailler de partout. La probabilité qu'en ce moment, quelqu'un travaille sur les Maldives est quand même assez basse. Bien sûr, ces travailleurs, les employés white collar, donc de bureau, sont privilégiés parce qu'un rapport annuel peut être rédigé à la maison sans problème. Les travailleurs sur les chantiers et dans les garages ne peuvent pas effectuer leur travail au salon à la maison. Déjà, les vignerons et les agriculteurs ont en fait inventé le travail à la maison et les chasseurs, par contre, ont dû partir au travail dans les forêts. Mais ce que l'on voit aujourd'hui déjà, c'est que les entreprises, les sociétés réfléchissent vraiment précisément à combien d'espace de bureaux ils auront besoin à l'avenir. L'administration fédérale veut également prévoir seulement 0,8 postes de travail par équivalent plein temps. Ainsi, un employé sur 5 dans l'administration fédérale n'aura plus de poste de travail fixe. Donc, la manière dont notre monde de travail va changer n'est pas encore déterminée, mais sûrement il y aura encore des changements. Par exemple, il n'est pas encore clair si à l'avenir, ces échanges informels près de la machine café ou l'apéro les vendredis après-midi continueront à exister. Mais l'objectif, selon moi, devra être d'améliorer notre productivité. Si la qualité de vie de nos employés s'améliore, tant mieux. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela signifie pour le travail temporaire que vous représentez en tant que Swiss Staffing? Vous savez exactement que votre branche est une sorte de zone de tampon de notre économie. Lorsque le développement conjoncturel est à la baisse, vous êtes les premiers à ressentir ce développement. Il y a moins de mandats, moins de requêtes, des contrats existants sont annulés ou suspendus. Vous le savez mieux que moi. Vous avez même créé un baromètre conjoncturel, l'indice Swiss Staffing. Ce baromètre est observé par nos experts dans le SECO. Cet outil a été beaucoup plus ajusté ces dernières années et a gagné en importance parce que l'importance du travail temporaire a également augmenté considérablement. Mais vous avez également ressenti les conséquences de la pandémie et vous les ressentez toujours. En principe, l'importance de la location de personnel augmente lorsque la conjoncture est à la hausse et le besoin se réduit lorsque la conjoncture est à la baisse. Et en fait, toutes ces évolutions sont toujours un peu à l'avance du reste du marché. À cause du Covid, le nombre d'heures vendues en travailleurs temporaires a baissé de 90%. Après le Covid, lorsque l'économie reprendra, la partie du travail temporaire va augmenter probablement. En 2020, nous avons vu de manière impressionnante que la réouverture de l'économie est vraiment le meilleur plan conjoncturel qui existe. Dans ce contexte, je voudrais signaler que le Conseil fédéral s'engage dans l'intérêt des employés concernés et a pris le 20 mars une décision d'importance. Des personnes qui gagnent
toujours de l'argent, des intérimaires obtiennent également un dédommagement pour le chômage partiel. Le SECO a accepté que, dans le sens des recommandations de télétravail du Conseil fédéral, les prescriptions de la LSE doivent être assouplies et ainsi, temporairement, on a renoncé à une signature en direct pour ce qui est des contrats de travail. Mesdames et messieurs, en 1990, la location de service a été responsable pour 0% des employés plein temps. Aujourd'hui, nous avons une part de 2,5%. 9 milliards de francs sont effectués par la branche. Cela correspond à une part de 1,3% au PIB. Les causes les plus importantes sont probablement le besoin accru de main-d'œuvre souple. Les services de location de personnel peuvent satisfaire à ce besoin grâce aux nouvelles technologies. Une tendance générale en direction des contrats de travail à durée déterminée ne se fait pas encore sentir en Suisse. C'est pourquoi nous ne partons pas du principe qu'il va y avoir une diminution des relations de travail normales. Depuis 2002, l'introduction de la libre circulation des personnes a en fait favorisé les services de location de personnel en Suisse. Il y a de plus en plus de personnes séjournant à court terme en Suisse. Il y a de plus en plus de frontaliers en Suisse aussi. Car la libre circulation de personnes dont profite le marché suisse entraîne en même temps des dangers que nous essayons de restreindre grâce aux mesures d'accompagnement. Le grand danger que des contrats de travail ADFO ne sont pas respectés, ce danger peut ainsi être limité grâce à ces mesures d'accompagnement. Pour ce qui est des dispositions concernant les salaires et les heures de travail dans le domaine du travail temporaire et pour ce qui est de la protection des travailleurs temporaires, il a été très important de prendre la mesure suivante. L'entrée en vigueur ainsi que la DFO de la CCTL au 1er janvier 2012. La CCT a été renouvelée, prolongée. Ce n'est que cette année encore qu'elle a été prolongée jusqu'à fin 2023. Mesdames et messieurs, votre offre correspond à un besoin sur le marché. Le travail temporaire peut être une espèce de fonction de passerelle pour les chômeurs et les chômeuses, passerelle en direction de la vie active. Ou bien des personnes qui souhaitent exercer une activité professionnelle peuvent également profiter du travail temporaire pour accéder au marché du travail. Le travail temporaire peut être un appoint lorsque la conjoncture économique est forte et c'est également une bonne opportunité pour les jeunes travailleurs souhaitant travailler pour la première fois. Et en même temps, les travailleurs permanents ne sont pas menacés par ce travail temporaire. Les syndicats ont souvent la crainte que la libre circulation des personnes va exercer une pression particulière sur les conditions salariales et les conditions de travail des travailleurs indigènes suisses. Les rapports d'évaluation actuels analysant les mesures d'accompagnement indiquent que la branche temporaire devrait en effet être suivie de très près. C'est pourquoi les services de location de travail et les bailleurs de services sont ce qu'on appelle une branche de focalisation. Les résultats des contrôles d'entreprises suisses qui sont soumises à une telle CCT ont montré entre autres que le nombre d'infractions contre les conditions de travail et contre les salaires
sont plus élevés dans le domaine des locations de services qu'ailleurs. Laissez-moi terminer mon petit exposé par le constat que le travail temporaire est un atout important pour notre marché du travail. Je vous remercie très cordialement de votre attention et je vous souhaite une bonne réunion intéressante. Merci beaucoup. Monsieur le Président, ganz herzlichen Dank für Ihre Grußbotschaft. Monsieur le Président, merci beaucoup pour votre message. Tout ce que vous nous dites, nous le prenons très au sérieux et nous sommes convaincus de l'importance de notre branche pour notre économie. Et nous savons également que ceci entraîne une très forte responsabilité vis-à-vis de toutes les personnes impliquées. Je vous remercie encore une fois du temps que vous nous avez consacré. Je sais que votre agenda est bien chargé. Je sais qu'il y a encore beaucoup de points qui vous attendent sur votre ordre du jour d'aujourd'hui. Et je vous souhaite tout le bon pour tous les sujets litigieux que vous venez d'évoquer. Tout le bon. Un petit peu de chance aussi et surtout beaucoup de persévérance. Merci beaucoup d'avoir participé à ce FlexWork event. Voilà. Avant de donner la parole à Patricia, je voudrais donner la parole à des collaborateurs temporaires souples qui nous transmettront un petit message. Des collaborateurs que nous avons filmés. Je lance le film. Liebe Personaldienstleister, was ihr tagtäglich für uns Temporäre leistet, ist grossartig und muss an dieser Stelle mal gewürdigt werden. Ihr ermöglicht uns flexibles Arbeiten, angepasst an die Lebenssituation. Und unsere individuellen Bedürfnisse. Ihr vermittelt uns aber nicht nur Arbeit, sondern auch Sicherheit. Dank euch haben wir einen Gesamtarbeitsvertrag. Der grösste in der Schweiz. Und eine Pensionskasse mit dem Zinssatz von 3%. Genau. Ihr schaut, dass wir den Lohn pünktlich bekommen. Ihr übersetzt, wenn wir nicht verstanden werden. Und ihr habt immer ein offenes Ohr. Ihr pusht uns mit den Weiterbildungsmöglichkeiten von TEM-Training. Das macht uns fit für die Zukunft und vergrößert unsere Chance auf dem Arbeitsmarkt. Ihr habt ein riesiges Kontaktnetz. Kennen jeder und alle und wissen, wer zueinander passt. Manchmal trifft es sich so gut, dass es für immer ist. Liebe Personaldienstleisterinnen, liebe Personaldienstleister. Danke vielmals für alles. Chère communauté FlexWork, chère communauté Swiss Staffing, bienvenue à l'occasion de notre événement FlexWork.
Je m'appelle Patricia Lardy, on m'a déjà annoncé. Je suis très heureuse de pouvoir participer à cet événement. Rappelez-vous, l'année passée, on s'est retrouvés purement virtuellement. Aujourd'hui, il s'agit d'une manifestation virtuelle, donc nous avons certaines participantes et participants qui participent en direct. La branche des événements revient un petit peu à cette nouvelle normalité. Nous étions tous censés relever des défis différents. Nous allons parler de ces différents défis qu'il fallait relever l'année passée et cette année. On a déjà entendu des choses fort intéressantes et je souhaite la bienvenue à Peter Grünenfelder ici. Peter Grünenfelder, le directeur d'Avenir Suisse, une personnalité bien connue. Avenir Suisse, le think tank de l'économie, les médias l'adorent aussi parce qu'il fait des analyses bien pointues et il évoque des sujets très peu orthodoxes et de temps à autre, il est très clair dans ce qu'il dit. C'est quelqu'un qui ne mâche pas chez moi. Je suis très heureux de pouvoir analyser le marché du travail avec lui. Il vient avec 3 thèses. Nous allons nous poser la question de savoir si le marché du travail est toujours aussi souple qu'en Suisse qu'il a été par le passé. Marché du travail Quo Vadis. Bonjour. Peter, bienvenue. Merci, Madame Leray, pour répondre à votre question. Est-ce que cet actif, ce marché du travail libéral souple en Suisse est toujours un marché aussi libéral et souple? Je pense que même si l'été vient, il y a quand même quelques nuages sombres au ciel. Il faut l'évoquer ouvertement. On essaye de limiter cette liberté, cette souplesse. Vous le savez, il y a des votations cantonales allant dans cette direction, allant en direction d'un salaire minimum cantonaux, ce qui contredit ce principe. On essaie également d'activité, l'activité du travail temporaire, donc moins de travail temporaire. Ensuite, il y a cette évolution du partenariat social. Monsieur le Président confédéral l'a déjà dit, après le nom confédéral, à ce partenariat social, où les syndicats dominent, il y a un grand nombre de prestations, de services et de professions qui ne sont pas du tout représentées au niveau politique supérieur. Donc, il y a pas mal de choses à faire et il y a pas mal de choses à faire pour garder cet atout car, en effet, l'évolution va dans la direction contraire, de plus en plus de contrôle, mécanismes de contrôle. Si vous regardez, par exemple, ce rapport de l'État fédéral à l'économie, ces mesures d'accompagnement, vous voyez en fait une bureaucratie qui freine l'évolution dynamique du marché du travail. Donc, thèse 1, notre marché du travail devient de moins en moins souple, flexible. Pour ce qui est des salaires minimums, je dois peut-être quand même dire qu'il s'avère que économiquement, c'est censé. Biden veut même doubler le tout. Les démocrates disent que travailler, le travail, ça doit valoir le coup. C'est quand même inadmissible qu'on travaille à plein temps et qu'on soit pauvre. Bon, aux États-Unis, les conditions sont quand même un peu différentes que chez nous. Mais vous critiquez cette démarche, oui, ces interventions cantonales dans la conception salariale qui, en principe, est soumise au droit privé. Le travail est proposé par les employeurs et c'est à eux de définir les salaires. Nous l'avons vu dans le cadre de la libre circulation des personnes. Donc, nous avons tous profité de cette libre circulation des personnes par le passé et je pense que des interventions étatiques dans ce domaine sont néfastes. Ça ne sert à strictement rien parce que cette souplesse est extrêmement supprimée, freinée, due à ces interventions cantonales. Et en principe, on défavorise les jeunes, les personnes moins bien fermées, et ce sont les insiders qui sont protégés, alors que ces jeunes doivent se positionner sur le marché aussi. Mais je pense qu'il y a quand même un bon effet spillover lorsqu'on verse de bons salaires. Ça va peut-être faire que la consommation privée augmente. Je pense que c'est toute l'économie qui en profite. On va voir ça une fois qu'on aura réouvert les magasins. Donc, je suis heureux que cette phase de confinement est enfin terminée. Moi aussi, j'ai acheté 2 cravates en ligne. Bon, qu'on est tous d'accord. On est très heureux que les marchés vont très bientôt ouvrir leurs portes et qu'on pourra retourner à la normale. Deuxième thèse que tu défends, l'histoire de la sécurité du poste de travail. Oui. Monsieur le Président fédéral, il est loin, bon. Mais ceci dans le contexte européen international. Je pense que la sécurité du poste de travail, de notre travail, est surtout garantie lorsque nous conservons cette concurrence. Nous savons très bien que la dynamique sur le marché du travail est essentielle et c'est surtout les branches de l'exportation qui en profitent.
Il faut avoir un accès optimal au marché. Cette politique du Conseil fédéral, je la trouve parfois un peu bizarre, qui demande cette garantie à succès partout et qui voudrait bien la menacer en demandant des garanties. On pourrait le formuler de manière plus dure, mais bon, je reste toujours un peu prudent. Mais bon, on l'a quand même vu, en effet, fermeture de frontières, buy local et tout ceci. Donc, on se concentre de plus en plus sur le marché intérieur. Est-ce qu'il y a une espèce de renationalisation économique? Donc, je pense que se centrer sur le national, c'est vraiment pas une bonne approche. Nous sommes partie de cette chaîne de création de valeur internationale et c'est ce qui fait que la Suisse est vraiment un modèle. Mais bien sûr, cela coûte de l'argent. Nous ne pouvons pas réduire tout. Nous importons le papier toilette de l'Italie, puis d'autres produits de l'Amérique. Donc nous avons vraiment besoin des frontières ouvertes. Cela fait partie de l'ADN suisse d'avoir des frontières ouvertes. Nous sommes au plein milieu de l'Europe et nous devons miser sur cela. Nous avons vraiment ce nouveau duopole entre les États-Unis et la Chine. C'est un conflit et le marché intérieur pour nous est vraiment comme une protection pour nous. Et je pense que de se centrer sur le national, ça n'aura aucun sens. Et bien sûr, Avenir Suisse était quand même choqué parce qu'on s'oriente vers le marché intérieur. Là se trouvent les grandes associations économiques. Donc on doit vraiment là être honnête. Où est-ce qu'on génère le plus de postes d'emploi? Et ce sont des postes de l'emploi orientés vers l'exportation. Oui, lorsqu'on regarde les chiffres depuis 2010, l'évolution est vraiment dynamique. 1,9 jusqu'à 2 millions d'emplois sont créés dans l'exportation. Donc vraiment une évolution dynamique de croissance. Les secteurs qui misent sur le marché national ont une dynamique beaucoup plus baisse. Et donc, lorsqu'on voit les différents salaires qui sont payés, la création de valeur, ce sont vraiment les secteurs, les emplois orientés sur l'exportation. Mais pour ce faire, ils ont besoin de conditions cadres juridiques sûres et stables, ce qu'ils n'ont pas en ce moment. Et par exemple, il y a des secteurs qui sont très insécures parce qu'ils ne croient plus que le Conseil fédéral va à un moment créer des conditions cadres juridiques stables. Oui, c'est clair. Donc ça, c'était quelque chose contre le Conseil fédéral, c'est clair, mais nous sommes ici entre nous pour vraiment parler de manière honnête et ouverte. Donc, troisième thèse, last but not least. Donc, ce sujet de la sécurité des différents emplois, donc c'est pas forcément engendré par la pandémie. Oui, mais ces aides pour la liquidité, ces aides au chômage partiel, c'était vraiment la bonne approche à prendre. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on va aller encore plus loin? Lorsqu'on regarde les chiffres des dernières années, on a à peu près 6 000 concours par an. L'année dernière, on avait en plus des aides de cas de rigueur, puis des dédommagements pour le chômage partiel. On les prolonge régulièrement et cela rend la réintégration plus difficile. Cela fait que des entreprises désavantagent les jeunes parce qu'ils obtiennent ce dédommagement pour le chômage partiel. L'entreprise se dit, lorsque j'emploie quelqu'un, j'obtiens un dédommagement de plus pour le chômage partiel pour mes employés et je n'obtiens peut-être plus ces aides pour les cas de rigueur. Donc, ce n'est pas une bonne évolution. Et là, lorsqu'on a un peu de l'espoir qu'on va pouvoir surmonter la pandémie, la fin est proche, il est vraiment nécessaire maintenant de réduire toutes ces aides pour miser sur les forces naturelles du marché. Ce ne sont pas seulement les femmes qui ont été désavantagées, par exemple. Ils travaillent dans des secteurs avec beaucoup de contacts, dans la culture, donc vraiment concernés par le confinement. Donc là, nous devons miser.
Et comment est-ce qu'on pourrait promouvoir cela? Donc, si je vous ai bien compris, tu as peur en ce qui concerne les jeunes employés et surtout les jeunes femmes. Oui, c'est correct, parce que nous devons être conscients d'une chose. Ceux qui n'ont pas pu commencer leur apprentissage, par exemple, dans un domaine où ils étaient motivés, où ils avaient vraiment des compétences particulières, là, ils n'ont plus la possibilité parce qu'ils ne trouvent plus de place. Là, ça aura vraiment des conséquences négatives pendant 5 ou 6 ans. Et donc, la mesure principale, ça doit être absolument de réduire ces mesures pour que les entreprises ne dépendent plus de ces aides de la Confédération. Parce que nous avons quand même des secteurs qui, vis-à-vis du ministre de l'Économie et des Finances, veulent encore plus d'aide. Mais nous devons vraiment revenir sur ce modèle libéral, économique et social qui a promu la Suisse et le développement de la Suisse. De vraiment négliger cette mentalité de dépendre de la Confédération. C'est vraiment un risque. Ce ne sont plus les agriculteurs seulement qui veulent de l'argent, ce sont tous les autres. Oui, mais quand même, on fait que des personnes qui ne sont pas écoutées sont maintenant écoutées. Oui, c'est correct, mais lorsqu'on réduit ces prestations, ces aides, alors les entreprises vont se concentrer plus sur leur marché, ils vont être plus ouverts. Bien sûr, nos centres-villes ne seront plus jamais comme avant. Des cadres comme de l'UBS ou de Crédit Suisse, etc., ils se sont rendus à Vienne pour une intervention de 30 minutes. Ils ne le feront plus. Ça passe tout par le numérique. Ça veut dire les différentes structures vont changer dans les différents secteurs. Mais pour que ça se passe, les employés doivent vraiment être en mesure de s'adapter et ne pas rester dans le chômage partiel. Sinon, ils perdent leur flexibilité. Ça sent peut-être un peu, ça a l'air d'être un peu méchant, mais on doit avoir cette adaptation. Tu as également voulu parler du télétravail, du travail à la maison, du home office, que là, il y a également des réglementations. Lorsqu'on parle de l'avenir du travail, oui, cela ne serait plus comme avant. En ce qui concerne le fond du travail, ça changera. Beaucoup de métiers dans les services auront lieu dans le home office, c'est clair. Mais je crois que chacun d'entre nous s'est rendu compte que cette interaction, ces échanges, ce développement d'idées, pour cela, on a nécessaire de se voir, d'être en présence. Des maladies psychiques ont monté de manière énorme. Ce sont des coûts considérables qui viennent de cela. Bien sûr, il faut lutter contre ce virus, contre la pandémie, il faut vacciner. Mais cela a quand même des effets secondaires que nous ne devons pas négliger. Et les personnes, nous sommes des personnes qui dépendent des contacts, nous sommes des êtres sociaux. Mais j'en reviens sur les métiers, on est dans le domaine des services. À l'époque, peut-être on avait autorisé 1 jour de home office. Je pense qu'à l'avenir, ça sera peut-être 2 ou 3 jours. Mais bien sûr, cela doit faire ou cela va mener au fait, comme Guy Parmelin l'a aussi dit, qu'il y aura moins de places de bureau, moins d'espace de bureau. Oui, ce sont vraiment des chiffres énormes. Nous allons discuter pendant la table ronde des effets psychologiques dont on a plus, des maladies que nous ne devons pas ignorer lorsqu'on parle de l'avenir de l'emploi, du travail. Donc, c'était beaucoup d'idées, beaucoup de réflexions. J'avais dit que vous devez parler rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Tu l'as bien fait. Donc, merci beaucoup. Beaucoup d'inspiration pour notre discussion. Merci beaucoup, Peter Grünfelder. Donc, comme promis, nous avons ici donc une table ronde très diverse et voulons nous pencher sur les différents aspects. Aujourd'hui, nous avons donc la sécurité en période d'incertitude et je suis très contente d'avoir ici 2 côtés. Donc, côté à ma gauche, côté économique, à mon côté droit, politique et culture, et je me réjouis vraiment de pouvoir discuter dans
dans notre ronde aujourd'hui. Donc d'abord, Ursula Häflinger, directrice de dieplattform.ch. Elle s'engage surtout pour les prestataires de services et à Berne, ils sont fortement sous-représentés, surtout au Parlement. À côté d'elle, nous avons Martin Lorenz, CEO et CFO du groupe Competech. Et BRAC en fait partie, tout le monde connaît BRAC. Et chez vous, tendance inversée, vous aviez vraiment beaucoup de travail. Donc, je pense que ça serait très intéressant de savoir comment votre année s'est passée. Puis, nous avons ici Jana Jutzi. Elle connaît donc tous les sujets FlexWork. Elle est ici en tant que représentante de Swiss Staffing. Elle est directrice de Career Plus et place donc des temporaires spécialisés. Et de l'autre côté, très intéressant, tous les deux ont fait des études d'économie, puis Lena-Lisa Wüstendörfer, également des études de musique. Elle a fondé Swiss Orchestra et chef d'orchestre et a maintenant une toute nouvelle tâche à Andermatt. Elle est maintenant directrice de Andermatt Music, de très belles salles de concert, et elle est donc la responsable et la directrice musicale et musicologue, si je le dis de la manière correcte. Je suis très contente de l'avoir avec nous aujourd'hui parce qu'il y a vraiment des modèles de travail très flexibles et très intéressants. Et puis finalement, je suis très contente d'avoir une voix politique chez nous. Vous le connaissez tous, le conseiller national de Thurgovie, Christian Lohr, de la fraction du Centre. Il a également fait des études d'économie et a été très actif dans le journalisme, a publié beaucoup et est également enseignant et dans le présidium pour des personnes handicapées. Donc, je suis très contente de vous souhaiter la bienvenue ici aujourd'hui. Et peut-être on commence direct avec vous, Monsieur Lohr. FlexWork, le travail flexible, chacun a fait ses expériences. Comment ça s'est passé chez vous? Donc pour moi, c'est une expérience très importante. C'était une expérience très importante d'être présent sur un marché où des changements étaient nécessaires. Changements personnels pour moi, de ses propres attentes qui ont dû être adaptées à un certain moment. Et puis, qu'on a pu s'impliquer soi-même, j'ai dû changer ma vie, mon comportement. Et c'est bien d'avoir une telle opportunité. Il est également important, lorsqu'on est à la recherche d'un emploi, qu'on ne mise pas toujours sur le miracle, vraiment le meilleur emploi, mais d'avoir vraiment la possibilité de s'approcher pas après pas. Et peut-être finalement, on se rend compte qu'on voulait arriver à tout un autre endroit. Et quand même, on a beaucoup atteint, beaucoup gagné. Pour moi, c'était clair, j'étais actif en tant que journaliste. Puis, je suis devenue, comme on dit, victime de restructuration, comme cela est souvent le cas dans le domaine des médias. Et à l'époque, j'ai dû me réorienter. Et je me suis rendu compte que j'ai voulu travailler de manière plus indépendante, plus autonome. J'ai obtenu beaucoup d'offres différentes par cela. Donc, c'était vraiment une très bonne combinaison pour moi. Il est également important de ne pas être dans une situation, surtout en tant que personne avec handicap, qu'on se trouve dans une situation où on se voit en tant que victime des circonstances, de situations, mais qu'on arrive vraiment à maîtriser sa propre vie pour décider soi-même des prochaines étapes qu'on veut prendre. C'est un maxime de ma part. Moi, je bouge les gens parce que moi, je bouge moi-même. Et pour moi, ce sont vraiment deux aspects très importants pour moi. D'abord, ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur, mais par la qualité de mon travail, j'ai essayé de tirer de l'attention sur moi,
Donc, vraiment de démontrer ce dont je suis capable de faire. Et deuxième aspect, une très belle expérience pour les 20-25 années professionnelles à suivre, c'était d'être attentif vis-à-vis des autres. Donc, de l'empathie, c'est vraiment une force qui est très demandée aujourd'hui. Lena-Lisa Wiesendörfer, je pars du principe que dans le domaine de la culture, vous avez également fait beaucoup de flexwork. Oui, dans la branche de la culture et surtout des orchestres. Je travaille pour le Swiss Orchestra, mais j'ai également mes engagements ailleurs pour d'autres orchestres. Je suis directrice musicale et chef d'orchestre du Swiss Orchestra. La souplesse et la flexibilité fait partie de notre manière de travailler et il faut être à même de travailler dans différents contextes de travail. Je travaille beaucoup à la maison, je fais beaucoup de télétravail lorsque je suis à la maison en train de me préparer et de lire mes partitions. Ensuite, nous avons beaucoup de visioconférences pour tout organiser en tâche de fond avec les différents orchestres. Et après, il est essentiel de se retrouver en présentiel en tant qu'orchestre et de faire de la musique ensemble. Ce pas-là, on ne peut pas l'omettre. Et même après la pandémie, on ne saura pas le substituer. Je pense que le vécu en présentiel est essentiel. Donc, dans mon domaine de travail, en effet, il faut faire de tout. Et dès le début, il faut être super souple quant aux différentes manières de travailler, mais également quant aux différents lieux de travail et aux différentes formations. On va voir encore ce qui s'est passé dans de tels orchestres et comment, au niveau de Swiss Orchestra, on a géré tous ces différents contrats et tous ces différents profils de travail et ces différentes manières de travailler des musiciennes et des artistes. Ursula Häfliger, vous représentez les travailleurs ayant un contrat de travail fixe. Est-ce que vous avez également fait vos expériences avec le flexwork? Oui, beaucoup et très, très différent. J'ai un CV qui n'est pas linéaire du tout. J'ai travaillé à mon compte, j'étais indépendante, mais j'ai fait également du travail temporaire. Je travaille à différents endroits, à des heures de travail très différentes. Donc oui. Et comment est-ce que vous avez ressenti Comment avez-vous ressenti cette flexibilité? Moi, j'ai trouvé que le travail temporaire a été hyper précieux pour moi. Et le travail flexible, c'est également une source forte précieuse. C'est très, très précieux lorsque l'on est obligé de résoudre des problèmes complexes ou s'il faut résoudre des situations complexes comme harmoniser et concilier la vie privée et la vie professionnelle. Si on a des contrats de durée de travail limité. Donc, moi, j'ai toujours profité de cette souplesse. Monsieur Lorenz, Martin Lorenz, vous êtes probablement la personne qui a le moins d'expérience de travail temporaire, travail flexible. Oui, en effet, ça date un peu. Mais à l'époque, ça a été la combinaison parfaite entre mes besoins et les besoins de mon employeur, ce travail flexible. Et je pense d'ailleurs que c'est la relation de travail la plus tournée vers l'avenir. À l'époque, j'ai pu combiner le sport et le travail et mon employeur, ça a été une jeune entreprise qui avaient besoin de plus en plus de collaborateurs et pour eux, c'était parfait que de pouvoir travailler sur cette base avec moi. J'ai beaucoup apprécié cette souplesse. Oui, parce que vous aviez encore ces rêves de marathon, n'est-ce pas, de courir des marathons, tout à fait. Et qu'en est-il, Yana Yotzi, avant que l'on se positionne sur ce marché temporaire de travail flexible? Je pars du principe qu'on a fait ces expériences. Oui, avant d'avoir travaillé pour Carrière Plus, j'avais travaillé par hasard avec un collaborateur de Bayer Service. À l'époque, j'étais encore très, très jeune. Mais quand j'ai commencé à travailler chez CarePlus, j'ai pu tester différents modèles de travail flexible. D'une part, le temps partiel, d'autre part, le télétravail. Et les 3 premières années de ma carrière de directrice chez Career Plus, j'ai pu partager un poste de travail avec une collègue, Top Sharing, où vous voyez combien ce flexwork, ce domaine de flexwork va loin. Le travail souple, flexible sera notre avenir. Il faut
c'est beaucoup apprécié et demandé, mais la question est la question de savoir comment le faire de manière utile et sensée. Maintenant, pendant la pandémie, nous avons vraiment dû prouver que cela fonctionne. Le Conseil fédéral était là, grâce à Guy Parmelin. Maintenant, je voudrais bien vous poser la question de savoir si le Conseil fédéral vous a bien représenté pendant la pandémie. Parce qu'à l'âge de la pandémie, il faut relever différents défis. Est-ce que Swiss Staffing a été suffisamment bien impliqué dans l'élaboration des solutions que le Conseil fédéral a proposées? Soyez critiques. Je pense qu'on avait vraiment la grande chance avec Swiss Staffing d'être une organisation très, très proactive et d'avoir proposé une solution proactive, surtout avec la réduction de l'horaire de travail et cette indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail. Grâce à l'intervention proactive de Swiss Staffing, nous avons justement pu représenter les intérêts des travailleurs temporaires. On les a bien défendus et je pense qu'on a fait un bon travail. Et à mon avis, on a pu réagir très, très rapidement et je pense que ça a été positif. Donc, vous avez bien pu vous impliquer dans ce jeu politique. Finalement, on ne s'en est pas tant servi de cette indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail. Je ne prétendrai jamais vouloir donner une réponse holistique. Je ne connais pas toutes les études, mais moi, j'ai tendance à dire qu'il faut toujours comparer le domaine temporaire au domaine des postes fixes et analyser son évolution en 2020. Très probablement, à chaud, on avait l'impression que ça diverge beaucoup. Toutefois, si vous regardez la diminution du travail en général en 2020, si vous regardez le nombre de postes publiés, on est à peu près moins 20%, alors que le marché temporaire a été moins concerné. On a une réduction de 14% seulement pour les temporaires. C'est quand même intéressant. C'est justement le contraire de ce qu'on pensait. La branche temporaire est toujours la première qui est menacée. Ce sont toujours les premiers qui se font avoir par une diminution de la conjoncture. Vous dites que ça n'a pas été comme ça pendant l'ère du coronavirus. Oui, mais attention, il faut distinguer. Il y a différents types de travail temporaire. Nous avons fait l'expérience que les interventions temporaires là où ça a remplacé un poste permanent, les entreprises ont essayé de prendre des solutions qui dépassent les équipes pour davantage impliquer les salariés fixes. Donc, dans ce domaine, il y a eu beaucoup de mandats pour les temporaires qui ont été résiliés plus tôt que prévu. Par contre, les interventions temporaires qui couvraient des projets entiers, on s'est très rapidement posé la question de savoir combien est-ce qu'on a déjà investi, quel est le output du projet, et ensuite, ou bien le tout a été gelé, bien les gens ont continué à travailler, d'autres projets ont été carrément promus. Et tous ces mandats, on a su les conserver, voire les terminer. Mais je vous comprends bien, vous avez été bien intégré dans cette discussion politique. Toutefois, pour la culture, je pense qu'on aurait peut-être mieux pu faire les choses. On avait l'impression que la culture a été oubliée un petit peu ou laissée pour compte. Comment vous avez vécu ceci, Madame Wüstendorf? En effet, ça a été un challenge. Ça a été un vrai défi, cette période, parce que le Swiss Orchestra, c'est un petit peu comme l'équipe nationale suisse, mais bon, dans le monde de la musique. C'est-à-dire musiciens viennent de partout en Suisse. Ils travaillent dans le cadre d'autres projets, dans d'autres orchestres, et ils se retrouvent régulièrement pour des tournées qui se font partout en Suisse. Nos musiciens sont partiellement des indépendants, ou bien ils sont engagés pour certains projets, ou bien ce sont des salariés et ils ont des contrats à durée déterminée chez nous. Donc, c'était des modèles qui n'étaient pas bien couverts du tout au début pendant le premier confinement. On a dit, bon maintenant, même pour des contrats à durée déterminée, on a droit à une indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail. On a été fort heureux d'être sauvés. Donc, pendant le premier confinement, ça allait encore avec un petit décalage. Jusqu'en été, on savait qu'on allait être sauvés. Et puis est venue la deuxième baisse
lorsqu'en mois d'octobre, il fallait refermer toutes les institutions culturelles. Le choc a été grand et en effet, nos musiciens ont été laissés pour compte. Surtout celles et ceux qui étaient des salariés ayant un contrat de travail à durée déterminée. Pour ces salariés, on n'a pas pu demander une indemnité en cas de réduction de leur heure de travail. Ils n'ont pas pu demander une indemnité de remplacement et vu qu'ils ne travaillent pas à leur compte, ils n'ont pas non plus pu demander autre chose. Et ça a été franchement difficile pour eux parce qu'il y a quand même un besoin. Les musiciens nous ont demandé de les aider, comme quoi pendant le premier confinement, ça allait avec l'IRHT, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne plus? Et puis on essaye toujours de trouver un équilibre. Pour moi, franchement, ça me tenait à cœur que de pouvoir aider ces personnes, parce que ça met longtemps. Il y a un projet qui malheureusement est mort en novembre 2020. Pour ce projet, c'est à fin mai qu'on a enfin reçu le feu vert, qu'il va y avoir une espèce d'indemnisation. Et heureusement, le mois suivant, on saura verser des allocations. Donc, vous êtes une branche qui malheureusement a été négligée et où on n'a pas pu résoudre tout le problème. C'est sûrement lié au fait aussi que chez nous, dans notre branche, ces contrats à durée déterminée sont une normalité et souvent un individu peut signer différents contrats à durée déterminée. Souvent, ce sont les musiciens qui s'en sortent bien, mais dans une situation pareille, ça peut être néfaste. Et dans une telle situation, le tout est fonction du type de contrat qu'on a conçu. Et jusqu'à présent, on s'est moins occupé de ces différents genres de contrats parce que, à l'exception faite du coronavirus, tous ces contrats ont bien fonctionné. Et comme employeur, on n'a plus cette assurance pandémie, ça coûte tellement cher qu'on ne peut plus se les permettre. Maintenant, venons-en un petit peu au monde de l'économie. Avez-vous été bien représenté comme employeur pendant cette ère de pandémie? Chez nous, pas forcément, n'est-ce pas? Oui, en effet, nous avons vécu une situation très, très privilégiée. Avec le premier confinement, on a été inondé de commandes en ligne et au bout de quelques jours, la demande a été multipliée par 2. Donc, il fallait réagir avec la logistique aussi. Au bout de 1 semaine à 2 semaines, on a augmenté notre main-d'œuvre à 500 collaborateurs. On a travaillé avec des partenaires forts de la branche du travail temporaire. Donc, c'est sûr que nos demandes vis-à-vis du monde politique n'étaient pas les mêmes qu'ailleurs. On a souhaité plutôt rapidement se préparer à cette nouvelle situation, ce nouveau défi. Et heureusement, on a eu des partenaires fiables à qui on pouvait vraiment se fier. Donc, on nous a proposé une main-d'œuvre parce qu'une partie de cette main-d'œuvre n'a plus pu travailler chez son ancien employeur. Donc, on s'est aidé mutuellement de manière pragmatique dans les régions. Ceux qui avaient moins de travail ont proposé de la main-d'œuvre aux autres qui avaient besoin. Oui, c'était très peu compliqué. Et bon, après, il fallait voir si les profils professionnels correspondent. Mais sur ces 250 nouveaux collaborateurs qu'on a embauchés en très peu de temps, il y en a quand même 50 qui venaient d'entreprises régionales, alors que 200 venaient de services de location de personnel. Vous avez presque multiplié par 2 le nombre des effectifs. Et combien de ces temporaires ont maintenant un contrat de travail fixe? Bon, côté travailleurs temporaires, il y a toujours des changements aussi, mais si vous passez le tout en rétrospective, il y a 150 qui ont un contrat. Nous avons encore 100 temporaires et 150 salariés fixes. En effet, ça nous tenait à cœur de proposer un contrat de travail fixe à cette main-d'œuvre car les volumes n'ont pas diminué. Donc, on avait la sûreté, la garantie qu'on allait pouvoir utiliser ces personnes à long terme et qu'on pouvait leur proposer un contrat de travail fixe. C'est toujours intéressant lorsqu'on est employeur. Quelle est la motivation de proposer un contrat de travail fixe à un nombre de collaborateurs si élevé? On aurait pu se dire aussi, on garde le statut temporaire pour avoir toute cette souplesse. D'une part, c'est la sécurité qu'on a parce qu'on a des volumes importants à traiter, mais c'est notre mission sociale aussi. On voudrait quand même proposer une certaine sécurité aux gens
Et lorsque les gens sont intégrés dans nos systèmes, lorsqu'ils ressentent vraiment notre culture, ils seront encore plus performants. Donc, nous souhaitons leur proposer un contrat de travail fixe parce que nous sommes convaincus que ce bien culturel que nous proposons par le biais de ce contrat de travail fixe, il va y avoir un autre sentiment d'appartenance au groupe, une motivation plus élevée. Et nous apprécions cet engagement du collaborateur et cette identification. Oui, justement, ces valeurs culturelles, familiales, on va regarder ça plus tard lorsqu'on parlera de l'avenir du travail. Vous dites que oui, il faut les impliquer et vous dites que vous souhaitez que ces collaborateurs ressentent ce sentiment d'appartenance à l'entreprise. Mais grosso modo, les besoins que vous aviez, est-ce que vous avez pu satisfaire de manière pragmatique? Surtout en tant qu'employeur, donc dans votre cas, donc est-ce qu'ils sont-ils bien représentés? Oui, tout à fait, surtout en tant que partenaire social. Sont des partenaires, nous n'aurons pas pu recruter plus de 200 personnes en ce petit espace de temps. Oui, donc vous représentez plutôt des personnes qui sont sous-représentées. Donc, comment est-ce que vous vous êtes ressenti d'être représenté? En fait, pour nous, le travail flexible était le quotidien, enfin, pour la plateforme. Nous sommes déjà concentrés sur le travail flexible avant la pandémie, mais bien sûr, elle a accéléré cette évolution, ce besoin de travailler de manière flexible, géographiquement, temporairement, etc., des changements au niveau de la société. Ce sont vraiment les personnes qui ont le besoin de travailler de manière plus flexible. Donc, ça a été renforcé et en même temps, ça a été testé. Donc, est-ce que cela fonctionne? On a vu quelles entreprises étaient bien préparées, quelles n'étaient pas si bien préparées. Et donc, pour nous, c'est vraiment un projet continu sur ce travail flexible. Nous avons mené une enquête, nous nous sommes rendus compte, donc, lors de cette enquête, lors de la première année de la pandémie, que les personnes dans les métiers de service qui travaillent à 50% à la maison à peu près, et ils nous ont dit qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné. Et donc, chez nous, nous avons compris qu'il faut beaucoup plus au niveau légal. Il faut plus de réglementation légale. En ce moment, on n'a pas prévu de créer une loi sur le home office. Donc, nous, maintenant, essayons de nous engager, d'obtenir de meilleures réglementations légales qui inclut par exemple la protection de la santé. Le home office représente vraiment une situation spéciale. Ça peut être une charge pour certaines personnes. La balance entre la vie professionnelle et la vie familiale, cela peut poser des problèmes, surtout pour les parents. Donc, ces aspects spécifiques doivent être pris en compte lorsqu'on parle du home office. Également, cette flexibilité nécessaire en ce qui concerne les heures de travail qu'on a bien sûr à la maison. Par exemple, on veut être en mesure d'élargir ses pauses pour faire autre chose et puis de continuer plus tard. Donc ça aussi, ça doit être pris en compte. Et finalement, toute cette thématique très présente dans les médias, des réglementations sur les dédommagements, sur des indemnités, qui peut en profiter, quels points doivent être couverts dans une convention de home office entre un employeur et un employé. Donc, pour nous, je dois dire, c'était donc vraiment une période dans laquelle nous avons beaucoup appris. Nous avons vu où est-ce que ça fonctionne bien, où est-ce qu'on a encore besoin d'améliorer. Bien sûr, à l'avenir, je pense qu'on ne va pas rester à 100% à la maison pour travailler. Je pense que ça sera que pour des situations exceptionnelles, mais je pense que le home office persistera de manière limitée et dans beaucoup de cas, ça l'expérience l'a montré, c'est bien possible.
Donc, nous avons un peu rassemblé tous ces points et nous revenons dans la politique avec Christiane Laure. Donc, il y a quand même certaines propositions pour améliorer le travail, l'emploi, de la culture du point de vue des employés. Là, on adresse donc les indépendants et ce sont quand même beaucoup de personnes. En Suisse, 12,6%, ce sont 600 000 personnes. Puis, ce qui vient d'être dit sur le home office, que la loi ne couvre pas encore. Qu'est-ce que vous dites? Votre collègue Kamakava, il a parlé d'un temps de travail annuel. C'est encore en suspens, donc il y a de telles initiatives. Mais comment est-ce que la politique réagira? Il y a différentes demandes de différents partis. Où est-ce que nous nous trouvons aujourd'hui? Il est difficile de bien garder en vue tous ces développements. Il faut être conscient que nous n'étions pas préparés à cette pandémie. La politique, normalement, a la réputation de ne pas être en mesure de travailler rapidement. Mais on a vu pendant la crise pandémique que les moyens financiers ont pu être mis à disposition dans la plupart des branches assez rapidement. C'était possible parce que nos finances fédérales sont très stables. Et maintenant, nous devons voir à ce que nous trouvions des systématiques, des possibilités de re-entrer dans une nouvelle normalité. Dans la politique, il faut différencier. Le Conseil fédéral était surtout responsable pour gérer la pandémie, donc c'était sa responsabilité. Nous nous sommes rendus compte rapidement que derrière toutes ces thématiques se cachent des problématiques que nous devons confronter à l'avenir. Ces chiffres de la branche culturelle, Madame Wüstendörfer, je les connais, ça ne va pas du tout. Là, il faut trouver un équilibre. On doit faire en sorte à ce que cette branche puisse continuer à exister d'une bonne manière. Mais en principe, je pense qu'on doit regarder un peu plus vers l'avenir. Nous devons voir... moi, je suis convaincue. Nous avons des branches avec des problématiques structurelles et avec des possibilités flexibles, nous allons pouvoir les aider. Par exemple, l'idée d'avoir des programmes de reformation comme c'est financé par les assurances chômage. Et donc, là, de trouver des modèles de travail plus flexibles. Nous ne devons pas miser sur le fait qu'il y aura toujours des soutiens financiers. Ça doit venir de soi-même. Et là, c'est vraiment la politique qui est demandée. Le conseiller aux États, Graberat, avait lancé une initiative. Vous l'avez mentionné, je me suis penchée sur cela ce matin encore. Ça fait 3-4 ans. Maintenant, on veut prolonger encore 2 ans. Puis tout ce processus de législation avec les 2 chambres parlementaires, ça prendra encore au moins 2 ou 3 ans avant que quelque chose se passera. Oui, et là, on parle du home office, ça doit être intégré, ça prendra encore 6-7 ans. Je peux vous dire, nous, en tant que Parlement, nous n'avons pas encore de réglementation officielle pour le home office. Nous n'avons pas encore fait des séances à partir de la maison, donc de réagir rapidement si nécessaire. C'est la législation qui a besoin de ces étapes très claires et structurées. Je ne me plains pas. Je pense qu'on aura beaucoup de mal-décisions si on changera la législation chaque semaine. Donc ça, je ne veux pas. Mais il est vraiment important de travailler sur ce travail flexible, de nous engager à changer quelque chose. Je suis conscient que la politique reconnaît de plus en plus qu'il y a beaucoup d'opportunités dans ce domaine du travail flexible. Vous le savez tous vous-même. Pendant un certain temps, il y avait un certain scepticisme
Comment est-ce qu'on gère ces travailleurs flexibles, le sujet de la sécurité, tout ceci était priorisé. Par contre, c'est plutôt une fausse sécurité qui est promue. Donc, nous devons nous engager, c'est clair. Nous sommes contents de cette coopération avec vous, avec Swiss Staffing, d'obtenir vos retours, vos feedbacks directs et également d'obtenir vos demandes, vos sollicitations. Moi, j'aurais aimé que le président du Conseil fédéral entende ces sollicitations et les prenne avec lui, parce que parfois, on doit donc formuler peut-être 2 ou 3 fois ce que l'on veut pour que ça soit entendu. Oui, et on vient de l'entendre. Je pense qu'il est réaliste que ça prenne encore 2-3 ans jusqu'à ce que ces réglementations home office qui représentent donc une façon moderne de travailler soient ancrées dans la législation. Donc, que peut faire l'économie privée? Mathilde Lorenz, nous l'avons déjà réglé. Nous l'avons discuté avec nos employés l'année dernière de leurs besoins. Bien sûr, ça a été priorisé et cette flexibilité, on en a profité au début, ça a été apprécié et puis ça a changé un peu parce qu'on s'est rendu compte que l'interaction manquait et aujourd'hui, nous voyons qu'à cause des différents métiers représentés chez nous, c'est vraiment très divers. Il y a des personnes qui voudraient rester à 100% à la maison, il y a d'autres qui aiment bien venir au bureau. Il y a 3 mois, nous avons donc adopté un nouveau règlement Home Office qui dit que le travail à la maison est complètement comparable au travail au bureau. Donc, ça ne joue aucun rôle où se trouve l'employé. Bien sûr, il faut se concerter au sein d'une équipe, mais les employés ont la possibilité à l'avenir de travailler à 100% à la maison. Et je crois que nos employés apprécient aussi le contact social. Donc, il faut vraiment avoir cette confiance envers les employés. Ces dernières années, nous avons bien ressenti qu'il y a une certaine force derrière cette confiance. Nous avions beaucoup plus de travail. Nos employés ont vraiment fait un travail super à la maison. Seulement parce que la pandémie sera bientôt terminée, ça ne veut pas dire que la motivation ou l'efficacité du travail sera perdue. Pas du tout. Je pense qu'on va trouver un équilibre. On va essayer de mettre en commun donc, les exigences de la vie professionnelle et familiale. C'est un peu comme pour les grandes sociétés de technologie. Ils misent beaucoup sur le home office et profitent bien sûr du fait qu'ils ont déjà un haut degré de digitalisation. Mais je pense qu'il n'y a presque pas d'employés qui peuvent vraiment s'imaginer de travailler à 100% au bureau. Enfin, bien sûr, parce que ça a quand même des avantages énormes. On ne doit plus parcourir ces distances pour arriver au bureau, etc. Nous devons être et rester un employeur attrayant vis-à-vis de nos employés. Nous avons un manque de main-d'œuvre qualifiée. Ça sera encore pire dans les années à venir. Et je pense que ces derniers 12-15 mois ont vraiment montré que cette confiance qu'il avait avant, parce qu'on avait déjà avant des réglementations qui prévoyaient 50% de home office, et cette confiance, vraiment, elle a fait ses preuves. Donc, je pense que cela va revenir vers nous avec nos employés qui sont très motivés, qui apprécient cette flexibilité. Donc, est-ce que vous avez également fait participer vos employés d'un point économique à ces effets? Ou est-ce que vous avez investi également pour ce qui est, par exemple, un poste de travail ergonomique? Oui, bien sûr, nous avons donc fourni une contribution mensuelle à nos employés pour les coûts qui sont engendrés par le home office. C'est clair, lorsque l'employé utilise son imprimante à la maison, c'est clair que ce n'est pas lui qui va payer pour ses coûts. Nous avions des solutions très pragmatiques au début de la pandémie et je pense que c'est quelque chose qui est très apprécié. J'imagine qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui le font. Dans votre enquête, j'ai vu qu'un 5e n'a pas du tout participé à ces coûts, n'a pas du tout soutenu financièrement ses employés. Donc, vous êtes vraiment un employeur modèle.
Et ce qui est très intéressant, c'est que vous avez des extrêmes. Vous avez le domaine qui mise vraiment sur les services, qui travaillent surtout avec des ordinateurs, et puis le reste dans la logistique. Donc, ce sont vraiment deux extrêmes logistiques. Transport qui n'a vraiment pas une bonne réputation, surtout depuis Amazon. Ils sont mal payés, ils sont exploités. Donc, comment est-ce qu'on gère ces intérêts quand même très, très divergents? À la fin, ça reste un collaborateur de notre groupe, que ce soit quelqu'un qui travaille sur ordinateur ou celui qui travaille dans le domaine de la logistique. Les deux contribuent à la réussite de notre entreprise. Et ce qui a été évoqué dans les médias, toujours de ces conditions de travail pas terribles, je pense que ça n'est toujours pas comparable à ce qu'on vit ailleurs. Je pense qu'en Suisse, nous avons toujours une bonne situation. Nous avons justement publié nos salaires et les salaires minimums parce qu'il y a eu des demandes venant de la presse. Tout comme cela a été dit avant, je pense que lorsqu'on prend les deux pôles, le type de collaborateurs, les deux sont très importants pour la promesse que nous faisons. Donc, nous n'avons aucune raison de trouver des échappatoires juridiques. À la fin, les collaborateurs doivent avoir du plaisir au travail et à ce moment-là, ils font un bon travail. Ça sonne un peu bidon, un peu simpliste, mais finalement, c'est aussi simple que cela. Nous sommes profondément convaincus que des collaborateurs motivés travaillant dans un environnement de travail positif font un meilleur travail. Et vous avez des équipes différentes. La souplesse et la flexibilité des équipes est différente. Oui, en effet, en tant que conséquence de la pandémie, nous avons dû introduire du travail en équipe. Nous avons 2 équipes et nous essayons de satisfaire aux besoins des collaborateurs. Il y en a quelques-uns qui adorent venir à 2 heures de l'après-midi seulement et préfèrent travailler le soir. D'autres préfèrent se lever très très tôt et quitter l'entreprise plus tôt. Mais le tout a des limites. Et le matin et l'après-midi, on a des besoins, mais on essaye vraiment de bien nous échanger avec nos collaborateurs pour prendre en compte les préférences des collaborateurs. Vous placez des collaborateurs spécialisés temporaires. Est-ce qu'ils ont été bien habitués déjà à ce travail temporaire? Bon, ça dépend vraiment du quotidien de travail. Je peux peut-être parler de notre propre situation, les conseillers en personnel. Le télétravail, par le passé, on ne l'avait jamais fait, donc il fallait vraiment changer du jour au lendemain. Du jour au lendemain, il fallait tout switcher, tout changer. Ça a été un grand défi. Des défis technologiques aussi. Heureusement, l'évolution a été hyper rapide ces 12 dernières années, ce qui a fait qu'on a pu rapidement se mettre au télétravail. Et comme nous avons déjà entendu ou vu, très rapidement, le télétravail est devenu une réalité. Vous aviez du télétravail avant la pandémie? Oui, un petit peu. Mais on avait un règlement de 50% de télétravail, mais tout compte fait. Moi, j'étais à 100% euro, donc je n'ai pas fait 50% de télétravail. Mais vous aviez un règlement progressif avant la pandémie déjà, alors que chez vous, pas du tout, n'est-ce pas? Oui. Mais en fait, ça a été vécu de manière similaire. Au début, ça a été carrément intéressant. Tout le monde a profité du fait de rester à la maison. Par contre, pendant ce deuxième confinement, nous avons quand même constaté qu'il y a beaucoup de collaborateurs qui voulaient retourner au bureau. Pour l'instant, nous embauchons beaucoup de jeunes. L'âge moyenne égale 25 ans, où la flexibilité et la souplesse est très importante pour la vie privée. Mais pour le travail, les gens recherchent la proximité, souhaitent travailler en équipe. Donc les jeunes, surtout, ont voulu revenir au bureau. C'est un besoin profond de ces jeunes de se retrouver sur le poste de travail avec les collègues. Il faut prendre en compte ça. Donc, pour moi, le télétravail, ce n'est pas la solution magique pour le travail flexible, mais il faut couvrir un grand nombre de besoins individuels. Et cet apprentissage informel, qui est très important pour les jeunes employeurs, learning on the job, c'est difficile de le faire si les gens font du télétravail. On a déjà évoqué ça avec M. Grudefelder. Mais il faut quand même qu'on parle de cet aspect de sécurité, de cette sécurité sociale. On a une proposition de définir un nouveau statut de salarié indépendant, indépendante.
Ce nouveau statut est discuté. Monsieur Häfliger, je pars du principe que vous pouvez nous en dire quelque chose. Qu'en est-il de la protection sociale des collaborateurs? C'est parfois difficile. Ensuite, toutes les déductions pour la coordination dans le domaine des assurances sociales. Je pars du principe que politiquement, c'est un sujet très discuté. Absolument. Pas seulement en situation de crise, mais avant déjà. Et surtout dans le domaine de la prévoyance vieillesse qui a été discuté au Parlement, il s'est avéré que les gens ne sont pas tous pareils et n'ont pas tous le même régime de protection sociale. Il y a les indépendants ou des gens qui font du temps partiel qui malheureusement n'ont souvent pas ce deuxième pilier ou peuvent pas profiter des prestations du deuxième pilier. Ce sont surtout les femmes qui sont concernées par cette carence. Donc on s'est rendu compte qu'il y a des lacunes qui peuvent peser assez lourd, pas seulement en situation de crise, mais à long terme aussi, surtout lorsque le collaborateur vieillit. Ce modèle temporaire qu'on vient de voir, c'est une manière de résoudre le problème pour certaines personnes, mais pour nous, il est plutôt judicieux de trouver une solution légale. Mieux vaut trouver une solution légale qu'une solution contractuelle sous forme de CCT, parce que si nous avons une solution légale, il y a beaucoup plus de personnes qui sont couvertes et à notre avis, c'est une solution long terme qui couvre plus de personnes. Cette répartition indépendants, salariés, etc., pour nous, c'est beaucoup moins sensé. Nous pensons que toutes les personnes, indépendamment de la forme de travail, devraient profiter de cette sécurité sociale et devraient avoir droit à cette sécurité sociale. Donc pour nous, protection sociale. Donc c'est pourquoi nous favorisons une solution légale. Oui, ça vous intrigue aussi, ça vous préoccupe, justement cette protection sociale, surtout protection sociale des indépendants et des indépendantes. Il y a certaines obligations qu'on irait introduire comme l'indemnité journalière. En cas de maladie, ça serait bien d'avoir des standards minimums. Qu'est-ce qui vous préoccupe dans le domaine de la protection sociale? Est-ce que ce sont peut-être des destins individuels qui font que vous luttez pour cette protection sociale? Bon, ça serait très souhaitable si on pouvait davantage uniformiser le tout. Quelqu'un qui a, par exemple, un contrat à durée déterminée, travaillant dans la culture ait la même importance ou le même poids qu'une personne qui a un contrat de travail à durée indéterminée. Et nous, comme orchestre, nous sommes en train de voir si nous pouvons concevoir des contrats qui collent mieux avec le système. Car ce qui est un cas plutôt normal chez nous n'est pas forcément une normalité dans le reste de la société avec ce nombre élevé de contrats à durée déterminée. Donc, ça serait bien si du côté des assurances sociales, on avait des standards qui nous faciliteraient la vie. En effet, il y a eu quelques destins qui m'ont beaucoup concerné. Si, par exemple, on voit des allocations qui interviennent si tard que la personne a déjà dû déménager pour prendre un autre appart parce que ses indemnités ont été versées avec un retard de 6 mois. Bon, d'une certaine manière, c'est compréhensible. Personne s'est attendu à la pandémie. Je ne veux pas faire de reproche à qui que ce soit. Et je pense que c'est un problème qui a été tellement aigu pendant cette crise. On ne s'en est pas rendu compte auparavant. Souvent, je me pose la question de savoir qu'est-ce qui va changer dans la branche de la culture après le coronavirus. Je pense que la seule chose qui va aider, ça seront des adaptations légales générales quant à la manière de travailler
avec le télétravail, etc., chez nous, ça ne peut que partiellement être mis en œuvre. Je pense que chez nous, le processus de travail va se poursuivre comme d'hab. Ce qu'on peut faire virtuellement a toujours été fait virtuellement auparavant déjà, ou bien au téléphone, parce que les distances sont grandes, parce que nous travaillons de manière très internationale. Et puis les répétitions en direct ne peuvent pas être remplacés. Et d'ailleurs, je pense que le public en a ras-le-bol des streamings, des live streams, au moins pour ce qui est de la musique et des concerts. Oui. On remercie d'ailleurs le public qui nous suit encore après 18 mois de télétravail et de Zoom fatigue et de live stream fatigue. En effet, merci de nous suivre encore. Merci de participer. Et merci de discuter tous ces sujets importants. J'ai une dernière petite question pour vous. C'est toujours la question la plus difficile. Comment voyez-vous l'avenir du travail souple? Nous étions tous d'accord pour dire qu'il faut être réaliste. Nous travaillons déjà de manière très flexible. Ça correspond à un besoin. Mais il faudrait de meilleures conditions cadres. Je pense que c'est ainsi qu'on peut résumer le tout. Alors, comment se présente l'avenir du travail? J'espère que les politiques pourront également faire du télétravail ou organiser des sessions de manière numérique. Nous l'espérons toutes et tous. Christian Lohr, qu'est-ce que vous en pensez? Tout en sachant que nous avons justement besoin des discussions entre nous. Et physiquement, c'est comme beaucoup plus efficace parce que vous voyez toutes les personnes et vous pouvez discuter avec directement. Moi, je ne veux pas tout faire au télétravail, c'est clair. L'avenir, qu'est-ce qu'il nous apporte? Je pense qu'il faut trouver un bel équilibre. Nous, les politiques, je comprends le besoin de vouloir couvrir un maximum de cas. Mais je ne pense pas qu'on saura proposer des solutions pour tout type de cas. Mais il faut veiller à ce que tous les domaines puissent quand même proposer quelque chose pour trouver une solution équilibrée. Il faut à tout prix avancer, aller de l'avant. L'ère après Corona, l'ère après le coronavirus sera différente, c'est sûr, j'en suis convaincue. Mais à mon avis, c'est pas seulement un challenge, mais également une opportunité. L'être humain, l'humain est important. Et le travail peut être bien fait uniquement si l'humain fait ce travail avec satisfaction. C'est un aspect qui vaut pour tout et un aspect qu'il ne faut jamais oublier lorsqu'on se focalise peut-être un peu trop sur la productivité. Monsieur Grünfelder a parlé de la santé physique. C'est un fardeau incroyable qui pèsera de plus en plus lourd. Hier, la semaine passée, j'ai pu participer à une manifestation où on a évoqué combien les jeunes, le psyché des jeunes souffre de la situation actuelle. Ils ont des problèmes psychiques énormes et ça aura des conséquences pendant de longues années encore. Lorsqu'on voit combien de jeunes adolescents ont interrompu leur apprentissage, c'est grave. C'est vraiment un signe qui devrait nous alarmer. Il faut à tout prix donner des perspectives aux jeunes, mais également aux employés plus âgés. Notre société doit intégrer tout le monde et proposer des solutions à tout le monde. En effet, on peut dire que c'est un sujet général car ça concerne notre société. Il s'agit de notre société. Il est donc très, très important de sentir la cohésion dans notre société, que ce soit tangible dans la société aussi pour que nous sachions pour qui et pourquoi nous travaillons et ce que nous faisons avec notre travail, ce que nous pouvons faire dans le cadre du travail. Donc, vous recommandez un travail orienté sur les personnes à l'avenir. Madame Wüstendorfer, je pars du principe que vous voyez les choses d'une manière assez similaire. Quel est l'avenir du travail? Si vous pouviez faire un vœu, quel serait votre vœu?
Pour moi, cette pandémie a montré combien l'échange est important entre les branches aussi et combien il est important de se mettre d'accord et combien il est important de connaître les autres modèles aussi. Tout ceci est indispensable et c'est quelque chose de positif. Il a été positif que de pouvoir dialoguer avec d'autres branches, d'avoir appris tant de choses à propos des autres branches. Il faudrait conserver ce dialogue intra-branche, supra-branche. C'est justement la raison pour laquelle nous avons composé un podium tellement diversifié. Un grand merci à Swiss Staffing d'ailleurs de nous proposer des perspectives tellement différentes. Comment voyez-vous l'avenir du travail, Madame Yotzi? Flexwork, en toute couleur, tonalité, il y a de plus en plus de travail flexible. L'évolution se poursuivra. C'est une réalité qu'on ne saura pas stopper. Ça entraîne beaucoup d'avantages pour les entreprises, donc plus d'efficacité, des avantages pour les employés aussi. Et je souhaiterais que les employés puissent travailler en fonction de leurs forces et puissent exercer les métiers qui les intéressent, parce que tout ceci a des conséquences immenses sur la satisfaction au travail et sur la santé physique et psychique. Mais je pense qu'en 2020, on a vu qu'il y a quand même des fardeaux qu'il s'agit de surmonter. Et on s'est rendu compte d'un grand nombre de choses qui ne fonctionnent pas encore à merveille. Je pense qu'il faut essayer maintenant de trouver des solutions pour trouver des alternatives étatiques ou bien privées pour que cette flexibilité fonctionne à l'avenir et pour que ce réseau n'ait pas des maillons trop élevés, ce qui pourrait faire que des gens soient oubliés pour que tout le monde sera couvert par la protection sociale. Donc il reste beaucoup à faire. On ne peut plus éviter ce monde de travail flexible, mais donc tout ce cadre autour, tout ce réseau autour est encore un peu en retard de la réalité du travail. Martin Lorenz, vous pourriez dire, nous vivons déjà dans l'avenir du travail, non ? Un petit peu, je pense. J'ai essayé de créer là un plan pour vous. Oui, mais je pense quand même qu'il y aura encore des changements énormes. Nous observons des postes de travail qui ne gagnent pas en diversité, mais qui sont plutôt des activités répétitives. Donc, il y a des personnes qui ont une activité très diverse, d'autres plutôt des activités récurrentes. Et donc là, avoir cette flexibilité de pouvoir créer un environnement qui rend satisfait donc tous les employés avec toutes ces différentes variations de sécurité. Puis nous devons veiller à ce qu'on respecte toutes les limites. Mais finalement, les deux côtés ont un intérêt à cette flexibilité, mais également à avoir certaines structures stables dans ce système pour que les deux côtés aient également une certaine quantité de sécurité. Donc ainsi, j'aimerais bien continuer sur cette voie, mais également profiter de cette liberté chez nos employés, chez nous aussi. Oui, c'est clair que les employés sont notre plus importante ressource chez nous. Et pour en venir à la fin, Ursula Häflinger, l'avenir comme vous le souhaitez dans la perspective des travailleurs, qu'est-ce que vous dites? Je pense que la plupart a déjà été dit et en fait, moi, j'entends le même message partout. C'est un mélange entre des manières de travailler personnalisées, une bonne relation entre les employés et les employeurs et quand même des conditions cadres qui offrent beaucoup de souplesse, de flexibilité. Je pense que c'est ce dont nous avons besoin, ce que nous souhaitons. Toutes les enquêtes de médecine de travail montrent que l'autonomie, l'indépendance aident à réduire d'autres facteurs de stress qui viennent avec le travail et également des aspects personnels, bien sûr, ça peut engendrer du stress, mais si on regarde sur le travail, ça aide vraiment extrêmement à réduire donc les risques de santé. Par exemple, une personne travaille beaucoup, il y a beaucoup d'heures supplémentaires et lorsque, grâce à une certaine autonomie,
est lié à ce travail, alors ce groupe éprouve moins de stress et a moins de problèmes de santé qui viennent de cette situation d'heures supplémentaires. Donc normalement, on voudrait que cette autonomie ait lieu pour tous, pas seulement pour des groupes privilégiés, mais pour vraiment tous les employés ou beaucoup d'employés. Donc vraiment façonner les conditions cadres à ce qu'ils représentent une certaine protection et flexibilité pour que chacune ait la possibilité de s'épanouir. Cela veut dire également moins de hiérarchie, moins de chefs peut-être. Il y a quand même de plus en plus d'entreprises qui essayent de miser moins sur l'hiérarchie, moins sur les chefs, parce que les personnes aiment plus vivre en autonomie. Donc, je prends beaucoup d'inspiration avec moi. Je pourrais continuer pendant des heures à discuter. C'était très intéressant. Merci beaucoup de votre temps, de votre participation, de cette discussion vraiment très intéressante. Et maintenant, je repasse la parole à Mira Fischer-Rosinger. Oui, au nom de Swiss Staffing, je voudrais vraiment vous remercier à tous nos intervenants, tous nos invités sur le podium. Vous allez encore recevoir un petit cadeau livré directement à la maison. C'était vraiment très intéressant de suivre votre discussion. C'était très inspirant, c'était vraiment impressionnant. Et je pense que cela montre l'importance d'un marché de travail flexible. Vous avez également dit qu'il faut encore des solutions pour encore améliorer cette flexibilité. Donc, dans ce sens, nous sommes bien sûr présents en tant qu'association. La branche temporaire développe de telles situations depuis des années, de telles solutions depuis des années. Comment est-ce qu'on peut lier la flexibilité à une certaine sécurité, par exemple lorsqu'on parle de perte de gain à cause de maladies, etc. Là, nous sommes bien sûr vos partenaires de discussion. Nous sommes prêts à vous faire part de nos expériences pour développer des solutions adaptées à un marché de travail flexible. Un grand merci aussi à notre public ici en direct sur place et à la maison devant l'écran. Nous espérons que c'était divertissant pour vous et que vous ayez bien profité de cette manifestation. Merci beaucoup, une bonne après-midi et à bientôt.